Vous voyez Cyril Moussa frustré. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est l'échange. Non, je reprends la parole puisque en parlant du butane, on parle d'un sujet extrêmement sensible. Absolument. J'aurais espéré une réponse précise. Vous allez avoir une réponse très précise. Merci. C'est ce que veulent les citoyens. Mais d'abord, pour dire qu'on ne va pas poursuivre la réforme de la compensation parce qu'elle n'a pas commencé. La réforme de la compensation n'a pas commencé. On a commencé à démonter un système. Mais rien n'est mis en place. Il n'y a pas de... donc il s'agit de faire tout cela. Il faut arriver à sortir du système de subvention tel qu'il a existé jusqu'à présent. Mais sans pour autant oublier pourquoi il a été là. Il a été mis en place pour deux raisons essentielles, qui à mon avis sont au moins en partie toujours nécessaires. Un, soutenir un pouvoir d'achat. Deux, accompagner un tissu productif national pour permettre d'avoir un marché intérieur. Alors sur le butane, pour ne pas... Il faut d'abord, de manière générale, plus de tabou. Le butane n'est pas un tabou. Il faut en sortir. Mais il ne faut pas en sortir à n'importe quel prix, pas au détriment des couches les plus défavorisées. Donc il faut arriver à l'enlever et mettre en place un système pour les défavoriser. Il y a plusieurs solutions techniques. Donc le fichier, on va le mettre en place. Pourquoi 90 jours? C'est possible parce qu'il existe déjà. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la plupart de nos concitoyens ont l'accès à l'électricité. Ça, c'est un axe. Il est possible de le faire par ce biais-là, et c'est ces couches-là qui payent le moins au niveau de l'électricité. Donc celle qui bénéficie de la tranche la plus faible serait, et parce qu'il est plus normal de continuer à vivre ce que nous vivons autour du butane. Il y a des gens qui utilisent le butane pour pomper et irriguer. Il y a des décès quotidiens derrière l'utilisation du butane sur un certain nombre d'usages qui sont éloignés de l'usage principal pour lequel. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est pour la période de transition. Mais la vraie solution, c'est d'avoir une politique énergétique qui permet de... Et là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous prie de me faire confiance. Oui, on vous fait confiance et on vous félicite pour la qualité de votre travail à la tête de Mazen. Passons à la politique monétaire. Votre programme souhaite renforcer le rôle de la Banque centrale en matière de soutien à l'économie, à la croissance et à l'emploi. Mais vous vous arrêtez là et vous ne dites pas comment. Je voudrais vous signaler que je disais que votre programme annonce comme mesure, en réalité une déclaration d'intention, qu'il souhaite renforcer le rôle de la Banque centrale en matière de soutien à l'économie et à l'emploi. Et votre programme s'arrête. Il ne dit pas plus. Il ne dit pas comment vous comptez le faire. Et donc, ma question, c'est que, d'abord, vous avez au moins 2 à 3 gouvernements successifs qui se sont cassés les dents sur cette question et qui ont échoué. Et si vous voulez que les citoyens pensent et croient que vous avez la capacité à atteindre cet objectif, il faudrait leur donner votre mode opératoire. Comment vous allez faire? Vous n'en dites pas un mot. Et donc, est-ce que je vais essayer de vous amener à vous dévoiler en vous posant des questions précises encore une fois? Allez-vous remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale? Allez-vous modifier la loi bancaire et les statuts de Banque Maghreb? Avez-vous des propositions concrètes en matière de politique prudentielle de la Banque centrale et de rythme d'application des directives de Bâle III? Avez-vous des recommandations particulières en matière de politique de crédit des banques, en matière d'offres concurrentielles bancaires? Êtes-vous favorable à la création d'une banque publique d'investissement? Et autrement dit, quel est votre programme économique? Parce que je ne l'ai pas vu sur cette question. Nous n'avons pas l'intention d'amener la Banque centrale où elle ne peut pas aller. Nous n'avons pas l'intention d'amener la Banque centrale là où elle ne peut pas aller ou là où elle ne doit pas aller. Mais si nous avons indiqué la nécessité ou le lien à trouver avec la Banque centrale, parce que aujourd'hui, ce que nous constatons, et je pense que le gouvernement de la doit être quelqu'un d'extrêmement frustré par rapport à la situation qu'il vit en tant
tant que Banque centrale qui est obligé de constater des choses et il n'a pas de répondant de l'autre côté. Il y a un vide qu'il faut combler. Alors, si on n'est pas allé plus loin, c'est que, et c'est aussi au cœur de ce que nous souhaitons faire, c'est qu'on ne peut pas faire les choses seuls. On ne peut pas faire les choses seuls. Il ne faut pas aujourd'hui non plus mentir aux Marocains et sortir des choses qu'on ne pourra pas faire, parce qu'on ne peut pas détenir ça seul. C'est valable sur cette question, mais je vais y revenir, ce n'est pas pour m'y échapper. C'est valable pour toutes les questions sociales avec les syndicats. Je suis désolé de reprendre la discussion à chaque fois comme ça, parce que c'est la réalité. Beaucoup de sujets pour les faire. On a besoin d'autres. Il faut au moins avoir le respect par rapport à ces autres, de les mettre autour de la table. Les syndicats sur la retraite, par exemple, le patronat, mais pas que sur la fiscalité, sur la performance du secteur économique dans sa globalité. Alors pour ça, parce que nous pensons que la Banque centrale a bien identifié un certain nombre de problèmes et de solutions et n'est pas audible. Le gouvernement ne l'a jamais écouté jusqu'à présent. C'est peut-être pas que ce gouvernement. Ça date déjà depuis quelques années. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'aller le plus loin possible. Et je ne pense pas que ce soit la Banque centrale à ce niveau qu'il faut, mais il faut aménager, il faut créer quelque chose. Il faut aménager quelque chose. Est-ce qu'on a un vrai sujet institutionnel sur cette question qui doit devenir une question capitale, la performance de l'entreprise qui est la clé pour l'emploi. Mais ce n'est pas uniquement une déclaration d'intention. C'est un point qui est inscrit et nous avons la ferme volonté de ne pas nous en arrêter là, et ça sera même parmi les priorités. Si on sortait que la Banque centrale doit faire, là on passerait par des amateurs. Parce qu'on sait bien qu'il y a une loi bancaire aujourd'hui et qu'il y a l'indépendance, on y est attaché. C'est quelque chose qui a été acquise avec le temps. Moi je pense que c'est l'une des forces aujourd'hui de notre système financier qui par ailleurs a une ambition aussi de rayonner à l'extérieur et de faciliter notamment l'expansion du secteur économique au niveau continental et même au-delà. Il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on veut revenir là-dessus. Il n'en est pas question. Vous savez, Il reste 8 minutes. oui, j'ai une réaction et 2 dernières questions. Vous avez raison que vous ne pouvez pas tout faire seul et il faut respecter les partenaires. Et il me semble que la forme de respect la plus évidente, c'est de déclarer ses intentions à ses partenaires, en toute transparence et à l'avance, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et je crois que parmi ces partenaires, il y a un certain nombre d'institutions, il y a un certain nombre de grandes administrations, il y a les entreprises, et les entreprises auraient souhaité vous entendre sur ces questions précises que je vous ai posées, mais bon, on se donnera d'autres rendez-vous. Alors, je ne vais pas vous imposer cet exercice plus longtemps, parce que je pourrais le faire sur toutes les rubriques de votre programme économique. Il y a des imprécisions, il y a des orientations générales, il y a des déclarations d'intention, et il y a un déficit de mesures programmatiques sur la dette publique et la gestion de la dette publique, sur la politique de change, sur le marché financier, sur la politique industrielle, sur la relance du secteur touristique, sur tous ces sujets qui devraient être structurants pour votre programme économique. Je confesse aujourd'hui ma frustration et j'espère qu'on aura d'autres rendez-vous pour que cette frustration ne soit que la mienne et qu'elle ne soit pas partagée par le monde des entreprises et par les économistes. Mon avant-dernière question, elle est, j'oublie maintenant votre programme, elle est politico-économique. Vous avez suivi, comme moi et comme tout le monde, 3 dossiers qui me semblent emblématiques des défaillances de la gouvernance publique dans notre pays. Ce sont les dossiers de la SAMIR, de l'IDEC et d'Amendis. On pourra, si vous le souhaitez, et pour éclairer l'auditoire, rentrer sur les multiples dysfonctionnements qui ont caractérisé ces dossiers, tant en termes de gouvernance qu'en termes de contrôle financier, de gouvernance financière et bancaire, et de relations de ces entreprises avec l'État, soit État cessionnaire, soit État concessionnaire d'un service public. Alors ma question, quel est votre regard, vous, parti Authenticité et Modernité,
sur ces 3 dossiers, quels enseignements vous en tirez et quelles mesures vous prendrez pour éviter aux citoyens marocains la souffrance de vivre des dossiers pareils à l'avenir. Je vous remercie de poser cette question. Parce qu'elles peuvent être, elles sont symboliques. La Samir est un échec global au niveau national. Et les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Et ce n'est pas en disant la responsabilité à plusieurs niveaux que je vais éliminer la responsabilité du gouvernement. Parce que c'est un dossier sur lequel, indépendamment des raisons qui ont amené à la situation que nous avons vécue, la gestion de ce dossier a été l'une des plus chaotiques. Et nous avons beaucoup de leçons à tirer de ça, à tirer des 2 autres sujets que vous avez mentionnés, parce d'abord, elles ont trait à quelque chose qui est au centre de notre vie quotidienne. On parle du carburant, quand on parle de la gestion des services de base, on est au centre de la vie quotidienne. Des enseignements que j'en tire, parce qu'en regardant ces dossiers, nous regardons aussi le comportement de l'ensemble des acteurs, par exemple sur les services aux collectivités. Pourquoi? Est-ce parce que, je pense que si vous les avez mentionnés, c'est parce que ce sont des entreprises d'origine étrangère, notamment. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Parce qu'à un moment donné, il y a eu absence de courage politique pour dire que pour ces services, il faut investir, et que sur ces investissements, il n'y avait pas le courage politique pour dire on les prend, et ça peut se traduire par des augmentations de tarifs. Il était peut-être plus facile de le faire par des étrangers. Il faut à un moment donné se le dire. Et il faut réhabiliter la confiance que nous devons avoir en nous, en nos institutions, en nos élus. Parce qu'avant, c'était géré par... Et s'il y a des incompétences au niveau de la gestion des élus, il faut les rectifier à ce niveau-là. Et il n'y a pas de mal à s'appuyer sur des expertises extérieures. Souvent, ça a été la raison. Le contexte fait la l'idée. 97, juste après 96, les inondations de 96. C'est ce qui a fait que le débat était court. Parce qu'on a dit c'est pour résoudre le problème des inondations, c'est pour ceci, c'est pour cela, et c'est passé comme ça. Et on constate qu'il y a ensuite, effectivement, une amélioration dans la gestion, par les mêmes employés, par les mêmes élus. Parce que nous n'étions pas capables, tout seuls, d'avoir l'un confiance dans l'autre, et se dire, moi je trouve que ce n'est pas raisonnable de vivre des situations. La leçon, c'est qu'il faut sortir de là. Et on n'en est pas sorti complètement. Il se trouve que je suis président de région. Il se trouve que je vis une situation autour de ces services. Aujourd'hui, j'ai une région où il y a plusieurs gestionnaires. J'ai une région où toute la périphérie de Casablanca, il n'y a même pas de service. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'investissement. Parce qu'on est toujours dans la situation où ce courage n'est pas en place. Il faut aujourd'hui avoir le courage politique de dire aux gens qu'un service de qualité nécessite des investissements, que ces investissements doivent se faire, elles peuvent se faire, il faut qu'on cherche à les optimiser. Parce qu'il y a des marges d'optimisation colossales. Et les déchets, qui sont aussi, parce que vous ne les avez pas mentionnés, c'est la même chose. Pourquoi je les mentionne? Parce que c'est des gisements d'emploi. Les déchets aujourd'hui, la situation est chaotique, dans le Maroc entier. Mais c'est des gisements de création d'emplois colossal, de création d'énergie, en plus de l'impact que ça aura sur... Ça va être des sujets prioritaires pour nous, colossal, tous les services
qui permettront à nos villes, à nos campagnes, réduire la fracture entre les villes et la campagne. Tout ceci et ces dossiers les incarnent. Il n'y a pas de fatalité, on peut s'appuyer sur des espèces étrangères, mais il ne faut pas oublier pourquoi on a besoin de faire, d'assurer ces services, d'investir, et il y a des opportunités colossales de création d'emplois. Merci. Autour de ces, auxquels j'ajouterai les abattoirs, j'ajouterai le transport, j'ajouterai un certain nombre de... Merci. C'est comme ça qu'on fera la croissance. Merci Sibakouré. Une réaction, un commentaire et ensuite ma dernière question. 4-5 minutes, Monsieur le Président. 4-5 minutes avec votre autorisation. Puisque vous ne les citez pas, Sibakouré, il faudrait peut-être le dire, que ces dossiers sont assez emblématiques des défaillances que l'État, que le gouvernement a été dans l'incapacité de regarder, de voir et de cesser. Pour la SAMIR, il y a eu d'abord un dysfonctionnement dans le processus de privatisation, puisque le schéma de transfert n'a pas été respecté par l'État. Il y a eu des dysfonctionnements dans la gouvernance, puisqu'on a eu un ministre qui s'est transformé en directeur général de l'entreprise et qui, en même temps, avait une société de conseil qui dispensait des conseils rémunérés à la société, donc un triple statut. Je vous invite à revoir les lois sur les incompatibilités et les conflits d'intérêts. Vous avez une défaillance de l'État en tant qu'organisme de contrôle, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'industrie, ministère de l'énergie, en tant qu'organe de contrôle du respect des cahiers des charges, de la sécurité des sites industriels. Vous avez une défaillance du système financier bancaire, de Banque Maghreb et des banques et de l'ex-CDVM, aujourd'hui autorité du marché des capitaux, puisqu'il y avait des notes d'information qui annonçaient des résultats bénéficiaires de 400 ou 500 millions de dirhams, et 2 mois après, lorsqu'on publiait les vrais résultats, c'était des pertes, etc. etc. Pour l'IDEC, vous avez, comment dirais-je, le péché originel. Il n'y a pas eu d'appel d'offres dans la transparence, il y a eu une cession de gré à gré, et voilà une entreprise à qui on concède un service public sur une durée de 30 ans, et qui arrive, comme par enchantement et comme par la volonté des saints d'esprit, à réaliser un résultat bénéficiaire dès la 2e année d'un contrat de 30 ans, et à transférer des redevances et des honoraires à la maison mère dès la 1re année. Bref, une multitude de dysfonctionnements lourds, et j'espère que si demain le PAM est aux responsabilités, saura faire en sorte que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus. La dernière question, elle va vous faire plaisir. Je vais sortir des détails programmatiques et je vais parler de vision stratégique. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce que j'appelle moi personnellement le déphasage temporel. Je m'explique. Tous les partis politiques, y compris le vôtre, qui s'engagent dans cette bataille électorale, proposent aux citoyens marocains un programme économique, politique, institutionnel, culturel, etc. Et moi, je parle uniquement, sous mon regard d'économiste, un programme économique sur un horizon quinquennal, la durée de la mandature. Et les partis politiques, représentés au sein des 2 chambres et dans le gouvernement, ont une responsabilité lourde en vertu de la Constitution de juillet 2011, ont une responsabilité lourde dans la gestion des affaires de l'État et s'engagent à l'assumer, cette gestion, sur cette période de 5 ans. Or, l'économie, elle se construit sur la durée, pas sur 5 ans. Et l'économie nécessite de se fixer des horizons temporels qui concernent une génération, voire 2. Et donc, cet exercice de pouvoir, qui, je le rappelle, est partagé entre 2 grandes institutions. L'institution monarchique, qui représente l'autorité suprême de l'État, et l'institution politique incarnée par les 2 chambres, par le gouvernement. Et ce déphasage temporel que je pointe du doigt, il se trouve dans le fait que vous, nous, partis politiques, encore une fois, je reviens à cette fameuse myopie. Nous ne regardons pas au-delà de 5 ans, parce que nous avons des échéances, nous avons des objectifs, à court et au mieux à moyen terme. Alors que l'autre autorité avec laquelle nous travaillons, qui construit le Maroc de demain, l'autorité et l'institution monarchique, elle n'est pas myope. Elle voit à long terme. Elle réfléchit, elle construit, elle agit sur le long terme. Nous, nous réfléchissons, nous construisons et nous agissons à court et moyen terme. Alors,
Ma question, serez-vous le parti politique qui va mettre des lunettes, comme je les porte moi, parce que je suis myope, et serez-vous le parti politique qui acceptera de mener des réformes courageuses, payantes sur le plan électoral, où vous risquez de perdre les prochaines élections, mais où vous gagnerez la confiance des citoyens sur leur avenir et le long terme? C'est moi, ça me fait presque plaisir. Je suis comme vous, je porte des lunettes. Et ils sont progressifs. Et donc je connais l'importance d'utiliser les deux horizons. Le court terme et le long terme. Et moi, en général, on commence par le long terme, avant d'échafauder le court terme. Et c'est ce que nous avons fait. Quand on dit l'Inqad, c'est pas pour 2 ans, 3 ans. Ma l'Inqad pour 2 ans, 3 ans. L'Inqad, c'est remettre, et d'ailleurs on a utilisé un long terme, c'est remettre le pays sur les rails. Et les rails, c'est pour aller loin. On ne fait pas les rails pour rouler 50 km. On fait les rails pour aller le plus loin possible. Sur le long terme, et après je reviens sur le long terme, il est absolument nécessaire que tout ce que nous ferions à court terme s'inscrive dans une perspective d'économie soutenable, durable, au vrai sens du terme. Et ça, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui va faire le lien avec le social, parce que l'éducation et la connaissance doivent être au centre, et c'est forcément un chantier de long terme. Et je préfère le laisser la discussion sur la partie sociale, même si il n'est pas que social. Les chantiers de long terme, s'il fallait les résumer, je vais les résumer en une phrase. C'est de tout faire en ayant à l'esprit une gestion efficiente et optimale de nos ressources. Et dans nos ressources, je mettrai les ressources naturelles, les ressources humaines, les ressources financières, tout type de ressources. C'est ce que Sa Majesté a appelé le capital immatériel, et sur lequel beaucoup de gens travaillent pour arriver à sortir un concept, mais en réalité c'est le vrai sujet, c'est le cœur de ce qui nous caractérise. Et aucun pays n'a pu réussir sur le long terme sans avoir à l'esprit et comme souci d'avoir une bonne gestion et un développement de ses ressources à long terme. Ces ressources, donc tout ceci doit se manifester dans ce que nous faisons. Il y a des actions de gouvernement urgentes, mais elles doivent, et il n'y a pas de contradiction. Et on ne peut d'ailleurs trouver de solution que si elles s'inscrivent dans cette préoccupation. Quand je dis le butin, on met en place un système pour ensuite aller vers une stratégie énergétique efficiente à long terme, c'est parce qu'il faut partir de ce souci du long terme. Quand je parle des déchets, c'est aussi avec cette idée. Quand je parle des infrastructures, c'est comment faire des infrastructures qui vont être utiles, rentables, mais sur le long terme. Je me permets, puisque j'ai le micro, de donner un indicateur. Est-ce que vous savez que les routes classées du Maroc, leur nombre de kilomètres n'a pas changé depuis l'indépendance? N'a pas changé. Personne ne le sait, personne n'en parle. Comment peut-on développer une économie sans infrastructure routière, sans irrigation? Ce n'est pas possible. Et ça, c'est des chantiers de long terme. Mais ces chantiers de long terme, comme avait été dit, doivent commencer demain. C'est des urgences. Et les effets, on les a demain, en termes d'emploi, ensuite en termes d'impact économique, ensuite en termes politiques, parce qu'on va connecter des territoires qui ont l'impression encore au Maroc d'être des territoires de seconde zone. Donc tout se tient. Et tout contribue au développement économique, social, culturel, environnemental. حسب ما انتهينا من المحور الاقتصادي الاجتماعي، وحسب ما أقرأه في أعين الحاضرين، لو لم يكن المحور الذي سوف نستمع إليه مع الأستاذ عاصم ممتعا بنفس المستوى، لا يعني فضلنا أن نستمر شيئا في هذا المحور، أليس كذلك؟ إذن مع ذلك السي أحمد عاصم تفضل محور القيم، الثقافة والمدرسة. شكرا. شكرا سيد الرئيس، سيد الأمين العام، السادة السيدات، صباح الخير. كنشكركم على الإسهام ديالكم في هذا اللقاء وعلى تلبية الدعوة ديال حركة ضمير. هذه اللقاءات هذه مع الأحزاب السياسية الهدف ديالها هو الخروج بمجموعة من الخلاصات
اللي كترصد الاعطاب ديال الحياه السياسيه في بلادنا، سواء فيما يتعلق بالاداء الحكومي او فيما يتعلق بالاداء الحزبي، وخاصه عوائق هذا العمل الحزبي لا في المعارضه ولا في الحكومه. الهدف ديالنا ايضا هو رصد اهم الافكار ديال المستقبل، الافكار اللي كتنطلق من نقد التجربه الحاليه ولكن كتطرح افكار جديده للمستقبل. السيد الامين العام، السؤال ديالي الاول غيتعلق بالثقافه السياسيه، ما يتعلق بهويه الحزب، حزب الاصاله والمعاصره. هناك واحد المفارقه في نفس الوقت في النقاش العمومي، وخاصه الخصوم السياسيون ديالكم كيحاولوا يصنفوا الحزب على انه حزب مرتبط بالسلطه او حزب ديال السلطه، وكيستعملوا كلمات التحكم اللي انتم عطيتوا عليها يعني وجهه نظركم. ولكن في الجانب الاخر الحزب في سواء في الاوراق اللي تقدم بها في 2011 ديال اللجنه ديال مراجعه الدستور او ايضا البرنامج الذي اعده حاليا او المواقف ديالو، كيبان انه يحمل الافكار الاكثر حداثيه والتي تظل السلطه نفسها متردده فيها ولا تحسم. فكيف تفسرون هذه المفارقه؟ ما هي تحديدا هويه حزب الاصاله والمعاصره الذي يضم مكونات ديال فاعلين يساريين ويضم ايضا اطران وكفاءات من النساء والرجال؟ هل هو حزب مدافع عن الحريات وبالتالي حزب ليبرالي؟ هل هو حزب اميل الى اليسار؟ كيف تحددون هويه الاصاله والمعاصره؟ المؤسسة السامية المؤسسة. شكرا سي عسيد. ربما أن في الشق الثاني من سؤالك هو الجواب على الشق الأول، قلتي بأن من خلال قراءة مذكرة اللي رفع الحزب اللجنة المكلفة بالدستور أو من خلال البرنامج الحالي أو من خلال حتى مذكرة أرضية التأسيس في 2008 كيتبين بأن كاين جرعة زائدة بالمقارنة مع الشق من سؤالك الأول في إنتاج بعض المواقف. أنا هضرت قبيلة على أسباب التأسيس في الشق الموضوعي وفي الشق التاريخي، بمعنى الشقين معا هما هوية الحزب السياسية والثقافية والاجتماعية. أننا جئنا ماشي نخلقوا شي حاجة ما كايناش أبدا، جئنا لنساهم في الدفاع على مشروع مجتمعي السوء المغربيات والمغاربة منذ عشرات السنين، وهو مشروع بناء مجتمع ديمقراطي حداثي. ملي كنقولوا جئنا للمساهمة في هذا المشروع بمعنى آخر جئنا لنواجه أو لننافس مشروع موجود. كما قبيله درتو على التمكين ودرتو على التحكم. أول من استعمل مصطلح التحكم في المغرب استعملوه الشيخ مطيع في 1972، المغربي الوحيد
يعني على جهة هذا المثال باش نقول بان كان واحد المجتمع، واحد المشروع مجتمعي اللي كيتشكل، وهذا المشروع جئنا لنساهم بمعيات القوى الاخرى. لذلك